ça c'est important, parce que tout le monde en est conscient, que tu trouves l'indécence des écarts de salaire entre ce qu'on appelle encore les grands patrons, Airbus, Tavares, Renault, n'en parlons pas de Peugeot, c'est incroyable, cette indécence et le salaire des ouvriers. Et ça, je pense que, tu vois, pour les générations futures, c'est important aussi que tu puisses le dire, venant justement de quelqu'un qui est en retrait de tout ça, puisque tu es fille, petite fille, etc., mais que tu as vu ce qui se passait, tu as su que ton frère, tes parents prenaient très peu d'argent, oui, les hommes prenaient très peu de salaire, mais qu'ils l'investissaient, et qu'ils investissaient dans l'usine, bien sûr, mais que les ouvriers étaient très bien payés, tout le monde le sait, hein, par rapport à l'indécence des écarts de salaire qu'il y a aujourd'hui entre les grands patrons et les ouvriers. Je crois que ça, hein, Étienne. Voilà, si tu peux le dire. Je pense d'ailleurs qu'il faut, on parle de l'argent gagné, mais il y avait aussi souvent de l'argent perdu, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui ont fait faillite. Je crois que c'était très important, et ce qui était peut-être ce qui faisait partie du salaire, c'était la notion de risque. Et le risque était monumental. Bon, parce que justement, rien n'était écrit, hein, c'était tout simplement la parole donnée. Ça portait sur des sommes considérables et ça se traitait d'homme à homme, enfin, ça se traitait avec la bonne foi, l'honnêteté, la confiance et le fait justement d'accepter de prendre ce risque parce que ça pouvait être un plus, mais ça pouvait être aussi un moins. Voilà. Mais là, tu voudrais que je dise que je redise qu'en tant qu'arrière-petite-fille, petite-fille, fille et sœur de gens qui ont travaillé dans la laine, il y a une chose qui me préoccupe à l'heure actuelle, où le délainage n'existe plus. Certaines choses vont mieux qu'avant, d'autres peut-être pas. Mais il y a un sujet qui m'a toujours préoccupé et dont je parlais justement avec mon frère Laurent, qui se penchait aussi sur ce genre de questions, c'est l'écart des salaires entre travailleurs et patrons. Et je pense que cet écart, il est normal, parce que c'est le patron qui prend le risque, et c'est le patron souvent qui a fait des années d'études, ou peut-être pas, mais qui a quand même la responsabilité, qu'une responsabilité, ça doit se payer, enfin ça devrait se payer. Et cet écart, certes, il existait, avec ses inconvénients et ses avantages, et des avantages certains, hein. Je pense que, en ce qui me concerne, je n'ai jamais manqué de rien, et je pense que c'était grâce justement à ma famille. Et ce qui se passe maintenant, où vous voyez dans des grandes entreprises, des gens qui travaillent avec un salaire qui est peut-être inférieur à ce que touchaient les ouvriers du temps de mon père, alors que le patron, ou peut-être aussi les administrateurs, je ne sais pas, mais gagnent des sommes considérables qui sont d'une proportion infiniment plus grande, d'un écart bien plus considérable. Et ça, je trouve cela profondément choquant. Et je pense que c'est ce qui fait que, de nos jours, le nom de patron est souvent plus que péjoratif. J'irais même jusqu'à dire salaud, voilà. Très bien. Oui, c'est bien. Très bien. Bon, merci, monsieur. Déjà, Bon. écoute, il va se mettre au travail pour... Oui, non, non. Mais il se régale, il se Tu te régale. régales. Bon, non, mais c'est intéressant. je veux Oui, dire, ça c'est vivant, l'occupe, c'est vivant. Puis voilà. C'est pas ce que j'ai fait toute ma vie du tout, hein. Donc, ça m'intéresse Oui. Ça d'avoir me fait ramène à ton père, parce que tu vois,
Autant je sais peu pour le délainage, autant Elie Reynaud dans ma famille, Eh oui. ça a compté, mais alors Les extraordinaire. enfants qui Les Meillants aussi, hein. Oui, les Les meilleurs. Meillants aussi. Le Meillant et ta mère avec sa deux chevaux. Oui. Et tu sais que, donc, quand Là, ça tourne, mais Ça bon. tourne. Oui. Bon, alors je me présente, je m'appelle Sylvie Baxter. En fait, je suis née d'Iro et je suis descendante d'une famille de délaineurs, à commencer par mon arrière-grand-père autour des années 1850, puis mon grand-père, mon père et ensuite mes frères. Donc 4 générations de délaineurs. Euh, géné- je ne fais absolument pas partie des gens qui ont travaillé dans le délainage. En fait, je n'ai jamais su grand-chose sur le délainage. Euh, Mon père, je pense, s'y est investi tellement qu'il y a laissé une partie de sa santé, que peut-être il s'est davantage occupé de ses ouvriers, du bien-être de ses ouvriers que de ses enfants, qui par ailleurs avaient un parfait bien-être, probablement grâce au profit du délainage. Mais c'était une époque, je pense, où une conception du rôle de patron, qui malheureusement peut-être n'est pas le même aujourd'hui, mais où le patron était responsable de tous ceux qui travaillaient pour lui dans tous les domaines, que ce soit leur santé, que ce soit leur avenir, leur maladie, ça faisait partie d'une grande famille. Et pour cela, il suffit de voir les témoignages de personnes qui ont travaillé pour lui, qui ont ensuite écrit, soit à sa mort, soit plus tard, soit exactement la même chose pour mes frères, notamment mon frère Laurent, qui s'est beaucoup investi dans l'histoire du délainage et dans le maintien d'un certain lien avec des gens qui avaient travaillé à l'usine autrefois. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Bon, pour le délainage, comme je l'ai dit, je ne suis absolument pas spécialiste. Je crois que je suis allée une seule fois à l'usine du Val Thoré, où était l'usine donc de la famille Giraud. C'est à l'occasion du mariage de mon frère Laurent, où il y a eu un repas pour tous les ouvriers, les employés de l'usine, du bureau, etc. Et donc j'ai été invitée à ce repas, mais sinon je n'y ai jamais été en touriste, parce que ça, mon père ne l'aurait pas supporté. Et en fait, j'ai beaucoup plus appris sur le délainage lorsqu'il a cessé d'exister, qu'au moment où j'étais un petit peu, enfin, dans une famille qui s'occupait de ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à me Oui. poser, mais donc, je disais tout à l'heure que le mot paternaliste ou paternalisme me gênait un peu parce que j'y voyais quelque chose de péjoratif. Mais Claire-Lise m'a bien expliqué que c'était une déviation un peu de l'origine du mot pater, et je pense que mon père a été un pater pour ses ouvriers, comme mon frère aussi. Mes frères, mais surtout celui qui s'occupait de l'usine, c'est-à-dire mon frère Laurent. Alors, est-ce que justement, par rapport à ce que tu viens de dire, tu peux nous donner des exemples de leur implication dans la vie sociale à Mazamet, dans les œuvres et tout ce qui concerne les salariés, qu'ils soient ouvriers, contremaîtres, l'implication de toute ta famille, depuis tes grands-parents. Oui, je pense que très tôt, bien avant que cela existe de façon officielle, euh, mes ancêtres et mon père en particulier se sont préoccupés justement d'assurer à tous ceux qui travaillaient pour lui une protection du point de vue de la santé, du point de vue des obsèques, du point de vue euh, des investissements, et qu'ils ont créé des caisses de retraite, des caisses de maladie, bien avant que cela ne devienne un service public, enfin que ça fasse partie de la vie de tous les jours.
on trouve ça tout à fait normal de nos jours, mais ça ne l'était pas au 19e siècle et même une partie du 20e, je pense. Donc, ils ont participé également, comme beaucoup d'autres d'ailleurs à Mazamet, à la création d'œuvres comme La Goutte de lait, qui était une des premières crèches qui ait été créée, euh, également à, je ne sais plus ce dont on a parlé tout à l'heure, mais enfin à pas mal de choses. Les, les colonies de vacances, Pardon? On peut en parler parce qu'il va couper. Oui. Les colonies de vacances. Oui, les colonies de vacances, mais ça c'est beaucoup plus les Dore que nous, hein. C'était voilà. ma tante Dore qui a Et les accueils. au Sébat. Et les accueils. Par contre, alors nous avons accueilli, enfin alors là, mes parents ont mes grands-parents, pardon, je recommence. Mes grands-parents ont accueilli pendant la guerre de 14 deux petites filles qu'ils ont ensuite gardées parce que c'était des réfugiés, des petites filles dont les parents habitaient Paris et qui ont fait partie d'un groupe d'enfants qui a été accueilli, je suppose, par la paroisse protestante de Mazamet. Donc mes grands-parents en ont recueilli deux qu'ils ont ensuite gardés parce que leurs parents avaient été tués pendant les bombardements et dont ils ont assuré toute la vie comme pas des enfants adoptés légalement, mais comme les enfants de la famille et dont les descendants d'une de ces deux filles, parce que l'autre ne s'est pas mariée, ont toujours fait partie de notre famille et sont présents à toutes les réunions de famille que nous organisons. C'est une des branches de la famille. Quelque chose aussi d'un peu spécial, c'est que au moment de l'armistice, quand mon père est rentré, comme tous, d'une guerre ratée, il a employé des sommes d'argent qui devaient être à la disposition, enfin une partie des biens de l'entreprise pour acheter des propriétés, des petites fermes, soit dans cette région, soit dans la région, soit en Provence, quelques-unes, ou même sur la côte d'Azur. Je suppose qu'à cette époque, tout de suite après la fin de la guerre, enfin après l'armistice, c'était relativement bon marché, je ne sais pas. Mais le but de ces opérations était d'envoyer des membres enfin des employés ou des ouvriers pour s'installer dans ces fermes avec leurs familles, quelquefois plusieurs familles en même temps, de façon à éviter leur départ en Allemagne pour du travail obligatoire, car les Allemands n'envoyaient pas en Allemagne les ouvriers agricoles puisqu'ils avaient besoin qu'on fasse de l'agriculture pour eux, pour leur propre consommation. Et ça, c'est une chose qui m'a frappé. Bien sûr, à la fin de la guerre, tout a été revendu et investi, mais il y a eu les années glorieuses du délainage. Mais à ce moment-là, bon, moi, je suis très vite parti de Mazamet après mon bac et je n'y suis guère revenu qu'en vacances. Donc là encore, j'ai pas beaucoup de notions du délainage. Je sais simplement que à l'époque, si dans les paroisses protestantes, je parle surtout des paroisses protestantes, mais ça doit être la même chose chez les catholiques, à plusieurs reprises, j'ai entendu dire que s'il y avait un problème de financement d'une chose ou une autre, on allait chez un des patrons des usines de Mazamet et qui faisait, de Mazamet ou des environs, qui faisait un chèque, chose qui malheureusement n'existe plus à l'heure actuelle et pour cause. Voilà. Notre affaire a périclité à partir de la fin des années 80. Je sais que mes frères ont beaucoup fait pour
essayaient de ne pas licencier leurs ouvriers de Saint-Amand-Val-Thorey, mais que petit à petit, les choses se sont avérées tellement difficiles que ça n'a plus été possible. Et si mes souvenirs sont exacts, je pense que l'usine a fermé définitivement en 91 ou 92. Voilà, et a été par la suite démolie. Et il ne reste que quelqu'un qui fait encore des matelas de laine. Pour en revenir à mon père, et à mes frères, à leurs investissements, je pense que mon père, encore une fois, était tellement pris par son travail et par le désir de bien faire, et sa façon de se consacrer en fait aux autres fait qu'il est quand même mort très jeune, à 64 ans, et qu'à ce moment-là, puisque c'était pendant la période glorieuse, mon frère qui s'occupait de l'usine a demandé à un autre frère qui était avocat à Tanger, qui était un poste très intéressant parce que c'était une ville franche, donc c'était un tribunal international, mais il lui a demandé de revenir pour l'aider parce qu'il avait trop de travail pour l'assumer seul. Et mon frère aîné, lui, a passé 23 ans en Argentine pour acheter des peaux de mouton en Patagonie et enfin, dans différents endroits. Mon père était allé d'ailleurs en Argentine 3 ou 4 fois à une époque où il fallait 2 mois pour avoir une réponse à une lettre. Me disait toujours ma mère, parce qu'il est parti après la naissance de mon troisième frère. Et ma mère me disait, quand je lui écrivais, il fallait que j'attende 2 mois pour avoir une réponse. Et puis après, les choses se sont améliorées avec le téléx. Et voilà, c'est de briques et de broc Non, comme mais ça, c'est hein, très bien. l'improviste. C'est parfait. Avec tout ce qui va Oui. couper ou... Oui, oui, parce que tu Ah as, non, tu tu as dit peux des couper choses les 4 intéressantes. 5e, les 9 Déjà, 10e. déjà tout ce que tu